Et notre invité du jour est Jacques Sapir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Jacques Sapir, vous êtes économiste, vous plaidez pour la démondialisation et même la dissolution de l'euro, deux sujets qui vous ont notamment amené à signer la préface de cet ouvrage, La Grande Dissimulation, l'histoire secrète de l'Union européenne révélée par les Anglais, et c'est de Christopher Booker et Richard North. Vous affirmez que l'Union européenne s'est construite sur un mensonge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce mensonge et qui en sont les instigateurs ? En fait, il y a plusieurs mensonges et des mensonges qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a un mensonge évident, c'est que l'Union européenne est construite comme une alliance de pays, une alliance de nations, et qu'elle fonctionne ou qu'elle tend à fonctionner, en particulier du fait de la zone euro, de plus en plus, comme un État fédéral. Or, jamais ce qu'on appelle la supranationalité, c'est-à-dire justement cette démarche qui vise à renforcer le poids des institutions fédérales, jamais cette supranationalité n'a été soumise au vote, que ce soit des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, bref, j'en passe. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier mensonge. Après, on peut discerner d'autres mensonges. Il y a un mensonge évident. L'Europe, l'Union européenne ou la communauté économique européenne, c'est la paix. On sait bien que non. On sait bien que la paix, elle a été construite à partir de 1945, tout d'abord dans un équilibre avec l'Union soviétique, équilibre où les États-Unis ont joué un rôle prééminent, c'est tout à fait évident, au moins jusqu'aux années 60, puis où la dissuasion nucléaire française a joué un rôle tout aussi important, et où enfin la réconciliation franco-allemande, mais il s'agit bien là d'une logique binationale, en fait, a joué enfin un rôle très important. On voit bien que les institutions européennes ne sont nullement créatrices de ce processus. Elles en ont bénéficié, ça c'est vrai, mais elles ne sont pas créatrices. Troisième mensonge, c'est l'idée qui consiste à dire, en fait, il y a une zone de prospérité en Europe occidentale, oui, c'est évident, et cette zone de prospérité, elle est due aux institutions européennes, alors que ce soit la communauté économique européenne ou l'Union européenne. Or, en fait, ce que l'on constate, c'est que la division qui existe toujours aujourd'hui entre une Europe occidentale et une périphérie de l'Europe, on ne parlera plus d'Europe de l'Est, mais disons une périphérie européenne, cette distinction, elle est très ancienne. Elle date en réalité de la fin du XIXe siècle. Elle renvoie à la révolution industrielle. Et j'avais fait le calcul dans mon ouvrage sur la fin de l'eurolibéralisme qui avait été écrit après justement le vote au référendum de 2005. Si on fait le calcul sur les écarts entre les niveaux de vie de l'Allemagne, de la France et ceux des autres pays, que ce soit les pays de l'ex-Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, bon, etc., on voit qu'on est au même niveau qu'en 1938. Donc, là encore, on voit bien qu'il n'y a pas eu une création d'une grande zone commune de richesse et que, d'une certaine manière, les tendances de l'histoire longue, les tendances qui sont induites par l'histoire de l'industrialisation, mais aussi l'histoire des sociétés, eh bien, elles se maintiennent. On voit très bien d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a toujours la même différence entre l'Italie du Nord, le Piémont, la région de Turin, etc., et l'Italie du Sud, voire l'Italie centrale. Même chose, si on regarde aujourd'hui dans le cas de l'Espagne, la Catalogne était déjà l'une des régions les plus développées de l'Espagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle le reste aujourd'hui et on sait que la différence de niveau de vie entre la Catalogne et l'Andalousie, par exemple, est très importante. Donc, on constate que de ce point de vue-là, les institutions européennes, quel que soit leur nom, n'ont strictement rien apporté. Alors, quels sont les instigateurs de ce mensonge que vous venez de nous développer ? Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, parlait, lui, apparemment, d'avant-garde léniniste. Oui, et il a eu cette expression, qui n'est pas fausse d'ailleurs. Pour avoir été léniniste, je reconnais toute une série de comportements assez typiques dans ces, entre guillemets, avant-gardes. Alors, c'est le mélange, en fait, de trois courants. Il y a d'abord un courant qui est un courant ancien, qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui est un courant démocratique.
et qui voit dans la construction de l'Europe la possibilité de mettre fin aux guerres européennes qui, c'est vrai, depuis et même avant le traité de Westphalie jusqu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ont régulièrement ensanglanté l'Europe. C'est par exemple la position de Victor Hugo, qui en appelle aux États-Unis d'Europe, et d'ailleurs qui fait une référence implicite, et même explicite, aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, en particulier à partir de la guerre de sécession, à partir du moment où les États-Unis liquident leur passé esclavagiste, apparaissent d'une certaine manière comme un îlot de démocratie dans un monde qui, il faut le rappeler, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, est encore assez peu démocratique. Donc ça, c'est un premier courant. Et puis, il y a un deuxième courant, c'est un courant qui est très lié, non pas au nationalisme allemand, mais qui est lié au nazisme, là, directement. Et on voit qu'il y a toute une série de thèmes sur la construction de l'Europe, qui sont des thèmes qui ont été développés directement par des idéologues ou des proto-idéologues du nazisme. Et en réalité, la construction de l'Europe, de cette Europe forteresse, cette Festung Europa, c'était l'un des projets de l'Allemagne nazie. Donc il y a ça. Et puis le troisième courant, c'est ce courant qui représente en fait le mélange entre la démocratie chrétienne et cette fraction du mouvement socialiste qui abandonne le socialisme et qui se cherche désespérément une idéologie de rechange. Et aujourd'hui, si vous voulez, en 2016, c'est plutôt ce courant qui est dominant. Alors, vous évoquez un petit peu les figures de ce mensonge dans votre préface. Altiero Spinelli, Jean Monnet, Arthur Salter, est-ce que vous pouvez nous... Oui, alors, si vous voulez, ce sont des personnalités qui ont des trajectoires différentes. Certaines d'entre elles ont été des démocrates tout à fait réels, des personnalités démocrates extrêmement importantes, qui ont été emprisonnées, dans le cas de Saltieri, par le gouvernement mussolinien en Italie. D'autres, comme Jean Monnet, comme Robert Schuman, alors pour certains ont fricoté avec le régime de Vichy, c'est le cas de Schuman, qui a quand même voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Dans le cas de Jean Monnet, on sait très bien qu'il a été payé par les agences de renseignement des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été positif, si vous voulez. On peut tout à fait admirer le travail qu'il a fait au commissariat général au plan dans les années 50 et être très critique sur la manière dont il conçoit l'intégration européenne. Et il conçoit en réalité l'intégration européenne dans une vision apocalyptique des nations. C'est que pour lui, les nations, pas le nationalisme, les nations en tant que telles, c'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. Non, ça va beaucoup plus loin qu'un pas du tout. C'est vraiment, il les considère comme la guerre. Et quand on lui dit, oui, mais, cher monsieur, la démocratie s'exprime toujours dans un cadre national, il dit, si c'est le cas, eh bien, tant pis pour la démocratie, il faut passer outre. Et ça, si vous voulez, il y a là, pour le coup, une réelle filiation entre le comportement des dirigeants européistes actuels. Je reprends, là encore, un terme d'Hubert Védrine, si vous voulez. Le terme d'européiste, ils disent, oui, mais quoi, c'est un terme qui est très connoté à l'extrême droite. Non, c'est Hubert Védrine qui l'a utilisé. Il l'a utilisé d'ailleurs quand il a tiré le bilan du vote du référendum de 2005. C'est là où il dit, voilà, les européistes sont en train de tuer l'Europe, ce qui était d'ailleurs parfaitement exact. Bon, donc, ces européistes, en fait, ils s'inspirent vraiment des thèses de Jean Monnet et ils ont tendance à considérer les nations et la démocratie qui est intimement liée à l'existence des nations, à l'existence d'un espace politique national, à l'existence de culture politique nationale, ce qui explique d'ailleurs que nous n'avons pas du tout les mêmes rythmes politiques en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. Bon, comme des obstacles et des choses à détruire. Alors, au milieu du XXe siècle, et vous l'expliquez très bien dans votre préface, s'est développée une méfiance envers les peuples et les démocraties. D'où est venue cette méfiance ? Alors, cette méfiance, elle est en fait, elle date de la Révolution française. Si vous voulez, il y a tout un courant, Benjamin Constant, Madame de Staël, qui, évidemment, confronté à la violence
et à la brutalité du processus révolutionnaire français, disent « Oh là là, non, il faudrait quand même trouver des choses où le peuple, c'est pas des gens très éduqués, c'est pas des gens très convaincus, pas des gens comme nous, hein, c'est comme des très grands bourgeois qui disent ça. Donc il faut les tenir à distance. » Il y a ce réflexe de classe, en tant que tel, il faut le dire, dans ce processus antidémocratique. Bon, ça, c'est une chose. Mais l'origine du processus antidémocratique moderne, elle est double. Elle a évidemment cet héritage, mais elle a aussi un certain type d'héritage, c'est l'idée de dire, voilà, les peuples, les démocraties, arrivent à être trop facilement convaincus par des démagogues, voire des psychopathes. Hitler, bon. Donc, la démocratie, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça porte le risque de guerre. Alors évidemment, c'est pire qu'une simplification. C'est une mystification. C'est une mystification parce que, en réalité, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, on sait très bien que le parti nazi n'a jamais eu la majorité absolue. Le parti nazi n'est arrivé au pouvoir que parce qu'il y a des gens qui se sont alliés au parti nazi et qui ont considéré à un moment donné qu'ils avaient plus de choses en commun avec les nazis qu'avec le mouvement social-démocrate ou les communistes. C'est ça le véritable problème. Donc, si vous voulez, c'est de cette mystification historique que l'on veut faire passer pour l'histoire que naît d'une certaine manière cet esprit antidémocratique qui aujourd'hui est très présent, il faut bien le dire, dans les élites européennes. Alors vous parlez du nationalisme et vous considérez que ce courant n'est pas analysé et que du coup il est incompris. Est-ce Oui. que vous pouvez nous expliquer ça? Si vous voulez, d'abord, il faut préciser une chose, c'est que aujourd'hui, on a tendance à opposer les termes de patriotisme et les termes de nationalisme. Ça n'a pas été toujours ainsi. Par exemple, après la Révolution française, au début du XIXe siècle, le patriotisme était considéré comme sanguinaire et belliciste, et le nationalisme était considéré comme beaucoup plus acceptable. Donc, déjà, il y a, si vous voulez, un problème de renversement dans notre vision des termes. Le sens des mots. Voilà, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, on a tendance à dire que le nationalisme est le responsable de la guerre de 14-18 et de la Seconde Guerre mondiale. Et ce faisant, on oublie ou on ignore l'ensemble des travaux historiques qui ont été faits sur l'Allemagne nazie et qui montrent qu'en réalité, le système nazi est un anti-nationalisme. En réalité, ce que cherchait à construire Hitler et ses séides, c'était un État racial. Ce n'était pas, je dirais, la continuité du rêve de Guillaume II. Donc ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème, c'est que même dans le nationalisme, on voit qu'il y a de grandes différences. Et ces différences, elles sont largement explicables par l'histoire. Entre, par exemple, le nationalisme d'un pays comme la France ou comme l'Angleterre, qui sont des pays qui, depuis déjà plusieurs siècles, ont des frontières à peu de choses près stabilisées. Alors, bien sûr, on peut relier à ce nationalisme l'expansion coloniale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui a connu des crimes tout à fait évidents et qu'il faut dénoncer, mais néanmoins, ce nationalisme-là est assez différent du nationalisme de pays qui n'ont pas eu leurs frontières stabilisées. C'est le cas de l'Allemagne. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que le cas de l'Allemagne est très particulier. C'est un pays qui ne réalise sa construction nationale que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec un retard de 3 ou 4 siècles, par exemple, sur la France, sur la Grande-Bretagne, même un retard assez important sur les Pays-Bas, qui existent, si vous voulez, en tant que nation maintenant à peu près stabilisée depuis le XVIIe ou le début du XVIIIe siècle. Donc, là aussi, il y a un manque d'analyse qui est extrêmement important, et surtout, on ne réfléchit plus à ce qu'a pu représenter de positif le nationalisme comme moyen de résistance à l'oppression des empires, qu'il s'agisse de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire russe, au XIXe siècle. Rappelons-nous comment, dans nos manuels, dans nos anciens manuels,
ont désigné la révolution de 1848, le printemps des peuples. Or, on sait très bien qu'il y a eu une dimension nationaliste extrêmement importante dans les insurrections de Hongrie, dans l'insurrection polonaise en particulier. Donc voilà, c'est, je dirais, toute cette profondeur historique, si on veut parler du nationalisme, et toute cette profondeur historique qu'il faudrait analyser. Or, aujourd'hui, c'est un fait d'évidence de constater que ceci est complètement occulté. Alors Jacques Sapir, vous affirmez que l'Union européenne est responsable d'un double dessaisissement de la démocratie. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Il y a un dessaisissement de la démocratie évident, c'est le dessaisissement par le transfert à des agences de l'Union européenne, comme la Banque Centrale Européenne, comme l'Eurogroupe, etc., de toute une série de décisions qui sont normalement du ressort des États nationaux. Prenons par exemple la question du vote du budget. Le vote du budget, le vote des recettes comme le vote des dépenses, c'est l'une des bases de la démocratie, en réalité. Or, cela, de fait, c'est en train de sortir du cadre des parlements nationaux pour être décidé par une assemblée de gens non élus, la Commission européenne. Donc ça, c'est un premier dessaisissement. Mais il y a un deuxième dessaisissement qui est extrêmement important, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne négocie avec d'autres grandes zones, avec les États-Unis, etc., et accepte de se dessaisir, et donc de dessaisir les pays qui font partie de l'Union européenne de toute une série de leurs compétences. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'un double dessaisissement. Et c'est un double dessaisissement qui est extrêmement important parce que, à chaque fois, il va contre la démocratie. Selon vous, Jacques Sapir, pourquoi les Européens acceptent le caractère antidémocratique de l'Union européenne ? D'abord, il faut dire qu'ils l'acceptent de moins en moins. Ils l'acceptent de moins en moins. On le voit aujourd'hui dans la montée de mouvements. Alors par exemple, en France, on a aujourd'hui deux mouvements. Un mouvement de souverainistes de droite, Nicolas Dupont-Aignan, le Front National avec Marine Le Pen et Florian Philippot. Mais bien sûr, on a aussi des souverainistes de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Et ces deux mouvements qui aujourd'hui doivent faire, à peu de choses près, 45% de l'électorat français, représentent évidemment une forme de réaction à ce dessaisissement démocratique. On voit la même chose en Italie, où on voit la montée du Movimento Cinque Stelle, la montée de différents mouvements. Alors il y a aussi Salvini et la Ligue du Nord, qui va changer de nom, qui va ne plus s'appeler du Nord, qui va s'appeler la Ligue, parce que il veut inscrire son action politique dans l'ensemble du cadre italien. Il veut justement rompre avec cette notion de séparatisme ou si vous voulez, d'irrédentisme des régions du Nord. On a vu le phénomène se passait en Grande-Bretagne, avec le Brexit. Vote qui, je dois le dire, m'a surpris. Moi, je pensais que le vote pour sortir de la Grande-Bretagne serait minoritaire, de très peu, mais serait minoritaire. Et en fait, il a bien été majoritaire. On voit aujourd'hui des mouvements, même chose, qui réclament une espèce de réappropriation de la démocratie se manifester, au Danemark, aux Pays-Bas. En fait, il y a bien sûr, évidemment, le cas de la Grèce. Aujourd'hui, les deux pays importants, à la fois économiquement et par leur population, où ces mouvements sont faibles, c'est pour l'instant l'Allemagne, mais on peut le comprendre, parce que l'Allemagne est la grande bénéficiaire de ce système, et l'Espagne. Et là encore, cela ne peut se comprendre que si on a une vision un petit peu longue de l'histoire espagnole. L'Espagne est un pays qui est d'une certaine manière malade et en guerre contre son histoire depuis maintenant 60 à 70 ans. Et de ce point de vue-là, je dirais, l'héritage du franquisme n'est pas encore complètement digéré. Et là-dessus, il faut ajouter qu'une grande partie des élites politiques espagnoles actuelles, du PSOE ou du Parti populaire, ont été formées par des fondations allemandes. Pour le PSOE, évidemment, la Friedrich Ebert,
et pour le Parti populaire par la Konrad Adenauer Stiftung. Et donc, d'une certaine manière, ça permet de comprendre pourquoi l'Allemagne et l'Espagne sont les deux seuls pays où il n'y a pas ce mouvement de réappropriation massif de la démocratie. Alors Jacques Sapir, pour en revenir à la Grande-Bretagne qui est l'objet de ce livre, vous expliquez que le gouvernement britannique a présenté sa demande d'adhésion et négocié son entrée dans l'Union européenne dans des conditions un petit peu particulières. Là aussi, il y a eu un mensonge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les tenants et aboutissants de, en fait, pas forcément un mensonge, mais une manipulation? Oui, c'est une série de manipulations dans lesquelles, d'ailleurs, c'est pas simplement les Britanniques qui ont manipulé, c'est aussi le gouvernement français. C'est une histoire qui se joue évidemment avec plusieurs côtés. Alors, le gouvernement britannique présente sa demande d'adhésion et il se heurte au refus du général de Gaulle. Et il faut rappeler que le refus du général de Gaulle était largement dicté par le fait que le gouvernement britannique entendait maintenir ses liens privilégiés avec les États-Unis. Or, il faut le rappeler, la politique du général de Gaulle avait tendu, via d'abord le traité de l'Élysée. Bon, on sait que ce traité a rapidement été, non pas dénoncé, mais dénaturé par le vote qui a eu lieu au Bundestag, et où on a fait passer une espèce de préambule à ce traité qui en vidait le sens. Mais l'ensemble de la politique du général de Gaulle tendait à détacher et l'Allemagne et la Grande-Bretagne des États-Unis. Bon. Une fois le général de Gaulle ayant quitté le pouvoir, son successeur, Georges Pompidou, se rend compte qu'il a un énorme problème de gestion de l'Allemagne. Et ce problème de gestion de l'Allemagne vient se compliquer du fait que l'ensemble des cadres institutionnels qui avaient été mis en place à Bretton Woods et dans les années qui avaient suivi le traité de Bretton Woods sont en train, à cette époque-là, d'éclater. Georges Pompidou arrive au pouvoir, est élu en 1969, et on sait que le premier éclatement se produit en 1971, le deuxième éclatement, l'éclatement définitif, se produit en 1973. Et Georges Pompidou fait l'analyse que, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne, même avec des liens relativement privilégiés avec les États-Unis, est nécessaire pour chercher à équilibrer le poids de l'Allemagne et pour sortir la France, je dirais, de ce tête-à-tête avec l'Allemagne, tête-à-tête qui était en train de miner très largement la politique française. Bien. En même temps, les Britanniques, eux, mentent à la fois à leur peuple et aux dirigeants européens, mentent aux dirigeants européens en disant « nous serons de bons Européens », alors qu'ils n'ont de cesse de maintenir justement des liens privilégiés avec les États-Unis. Mm-hmm. Et on l'a bien vu, par exemple, Tony Blair, qui par ailleurs s'est prononcé pour rester dans l'Union européenne, avait complètement accroché la Grande-Bretagne au basque de George Bush, en particulier dans l'affaire de l'Irak. Mais ils mentent aussi à leur population en disant « oui, nous allons rentrer dans l'Union européenne, mais cela ne changera rien à nos règles internes. » Or, si, bien sûr, à partir d'un certain moment, pas dans les 10 premières années, mais au fur et à mesure, eh bien, il y a toute une série de réglementations européennes qui, c'est très logique, finissent par s'imposer en Grande-Bretagne. Et là, ça pose un problème. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné dans la campagne pour le Brexit, c'est de voir que le ministre de la Justice britannique était pour le Brexit. Et c'est quand même très important, si vous voulez. C'est comme si en France, le garde des Sceaux se prononçait contre la politique du gouvernement. Pourquoi avait-il pris cette position? Parce qu'il disait, avec l'Union européenne, nous avons perdu le contrôle sur toute une série de nos lois et de nos réglementations. Or, et c'était un argument très fort qu'il avançait, la démocratie, c'est quand même le fait que dans chaque pays, on puisse décider de ses lois. Ouais. Bon. Et aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que la Grande-Bretagne sorte de la Charte européenne des droits de l'homme, quitte à revoter une charte des droits, mais qui serait une charte des droits purement britannique. Alors,
très probablement, les deux textes ne seront pas si différents que cela, mais c'est très symbolique dans le fait que les Britanniques veulent se réapproprier le processus législatif. Alors, Jacques Sapir, on a vu que les Britanniques sont plus attachés à une Europe des nations qu'à une Europe fédérale. Et on a pu s'en apercevoir en juin, notamment lors du Brexit. Votre réaction sur le vote anglais et ses conséquences à venir? Alors, d'abord, je vous dis, étiez surpris. J'étais surpris, j'étais très favorablement surpris. Je dois dire que l'incident dramatique, l'assassinat de cette députée travailliste quelques jours avant la campagne m'avait fait penser que non, les opinions pour rester dans l'Union européenne seraient majoritaires. Et c'est d'ailleurs très impressionnant de voir qu'en dépit de ce crime, malgré tout, les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Ce qui laisse à penser que s'il n'y avait pas eu ce crime, la marge de victoire des partisans donc de la sortie aurait été beaucoup plus importante que ce qu'elle a été. Donc ça c'est un premier point. Après, parce que je suis économiste, j'ai été confronté à toute une série de discours qui étaient absolument catastrophistes sur la situation si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, et on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, oui, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu en quelques jours, notamment sur les marchés financiers. Il y a toujours le problème de la livre, mais il faut savoir que la livre, elle est aujourd'hui, à peu de choses près, au niveau où elle était en 2010-2011. Donc, il y a eu une dépréciation de 15 à 20% de la livre sterling, qui a ramené la livre sterling à son niveau, je dirais, assez normal d'il y a quelques années. Et si on regarde comment, par exemple, le Fonds monétaire international voyait la Grande-Bretagne avant le Brexit, l'une des choses que dit le Fonds monétaire international, c'était la livre britannique est surévaluée. La Grande-Bretagne a un problème de surévaluation de sa monnaie. Donc, là, on voit que, d'une certaine manière, il n'y a pas de catastrophe, et au contraire, il y a plutôt des choses qui sont positives. Après, il est probable qu'il va y avoir des problèmes non négligeables quant à la position des banques britanniques. C'est ce qu'on appelle le passporting, c'est le fait que le système financier britannique puisse être considéré comme ayant des règles similaires, bien sûr pas les mêmes, mais des règles similaires au système financier européen. Mais en même temps, il faut comprendre que pour l'Union européenne, ce ne serait pas une bonne chose de ne plus pouvoir compter sur les banques britanniques. Donc je suis persuadé que l'on arrivera à un accord, on arrivera à un compromis sur cette question du passporting, et d'une certaine manière, Madame Theresa May est en train de faire monter les enchères quand elle dit « Oui, je vais sortir. Ah ben non, mais pas tout de suite. Mais je pourrais peut-être le faire sans demander l'avis au Parlement. » Mais bon, en fait, tout ceci, il faut le comprendre. Quand on a un petit peu joué aux échecs, on voit très bien ce dont il s'agit. Il s'agit de manœuvres d'ouverture. Les véritables négociations vont s'engager cet hiver. Et à partir de là, ce que veulent les Britanniques, c'est une séparation à l'amiable dont ils veulent, et c'est tout à fait normal, tirer le plus de bénéfices. Votre réaction, Jacques Sapir, à la suite de ce Brexit sur certains observateurs français qui ont déclaré que le Brexit était le résultat d'un vote, du vote en tout cas des Anglais qui n'étaient pas éduqués? C'est... Alors là, d'une rare stupidité. En fait, il y a eu deux arguments. C'est c'est le vote des gens qui ne sont pas éduqués. Basta. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas le niveau bac qu'il n'est pas un bon citoyen. Par ailleurs, et c'est pas parce que quelqu'un a un bac plus 5 qu'il raisonne nécessairement bien. Et pour en avoir formé un certain nombre, je sais qu'il y a des gens qui sont particulièrement déficients de ce point de vue-là. Passons. Mais c'était surtout l'argument, c'était ah oui, mais les jeunes ont massivement voté pour rester. Non, le problème c'est que les jeunes n'ont pas voté, si vous voulez. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est vrai que parmi les jeunes qui ont voté, il y a eu une majorité pour rester dans l'Union européenne. Mais les 2/3 des électeurs britanniques de moins de 30 ans ne sont pas allés aux urnes. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, au minimum, ils considéraient que le fait de quitter l'Union européenne n'était pas un problème. Ils n'allaient pas s'engager nécessairement pour, mais ils n'allaient pas s'engager contre
non plus. Donc, il faut comprendre cela, c'est que en réalité, n'ont voté pour le maintien dans l'Union européenne que la bourgeoisie et la population des grands centres urbains qui ont massivement profité du lien avec l'Union européenne. Le reste de la Grande-Bretagne, qui fait quand même beaucoup de monde, et une majorité dans le cas d'espèce, a voté contre. On va rester dans l'actualité. Jacques Sapir, le gouvernement français a récemment annoncé qu'il allait suspendre définitivement les négociations sur le traité transatlantique. Est-ce que, selon vous, il faudrait féliciter François Hollande pour son intransigeance alors que le négociateur américain Michael Foreman a dit que les négociations allaient continuer? Alors, premièrement, la décision du secrétaire d'État au commerce extérieur, plutôt sa déclaration, c'est pas une décision, c'est sa déclaration, Matthias Fekl, est une déclaration de pure politique intérieure. Il faut le dire parce que, le gouvernement français n'a pas présenté de veto sur cette négociation, il n'a pas menacé de se retirer ou de ne pas l'appliquer, donc ça c'est un premier point, et deuxième point, n'ayant pas fait pression sur la Commission européenne, la Commission européenne, elle continue sur son mandat ancien. Mais il y a une autre chose qui apparaît extrêmement perverse. Qu'est-ce que dit M. Fekl? Il dit, oui, ces négociations se faisaient dans un manque de transparence absolue. Oui, c'est vrai, et beaucoup de gens l'ont dénoncé. Les parlementaires n'avaient pas le droit de communiquer sur les rondes de négociations, de prendre de photos, ils étaient encadrés par des huissiers, etc. De Mélenchon à Marine Le Pen, il y a énormément de gens qui l'ont dit. Mais ça fait 3 ans qu'on sait. Alors, si c'est ça, effectivement, le problème qui gêne le gouvernement français, et on comprend parfaitement que ça le gêne, bien. Mais il fallait, à ce moment-là, dire dès le début de la négociation, on ne veut pas de cette négociation-là. Donc on voit bien que tout ce discours qu'a fait le secrétaire d'État au commerce extérieur, c'est un pur discours de politique politicienne en France, c'est uniquement destiné à ce qui reste de l'électorat socialiste aujourd'hui en France, pour dire, ben non, vous savez, on est de gauche, on est contre le TAFTA. Ce n'est pas crédible. La position qui serait la position réellement crédible consisterait à taper du poing sur la table et à dire, bon voilà, maintenant, on arrête, car malgré tout, c'est bien une question de politique internationale, et donc, il faudra l'unanimité des pays de l'Union européenne. Nous mettrons notre veto au résultat de cette négociation, quoi qu'il arrive. Voilà. D'ailleurs, la preuve peut-être que c'est formel, c'est que les négociations sur le CETA, le traité oui, de libre-échange entre le Canada, exactement. Elle continue, et on voit bien que, en réalité, ce sont des négociations qui s'apparentent de très près aux négociations du TAFTA. Donc là, il y a vraiment un espèce de jeu politicien dans ce qu'il a de plus déplorable et de plus déplaisant mené par le gouvernement français. Du temps, tout à fait. Alors que on voit qu'il y a dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, Sigmar Gabriel. Alors là, c'est autre chose. C'est pas le secrétaire d'État au commerce extérieur, c'est le ministre de l'économie qui dit non, c'est pas possible, on peut pas continuer avec ce traité. On a eu une déclaration du même ordre d'un ministre des Pays-Bas et d'un ministre danois. En réalité, on voit très bien que le gouvernement français est extraordinairement prudent sur cette question-là et il n'en fait qu'un usage politicien et il n'a pas du tout une vision réelle du problème. Alors Jacques Sapir, l'élection présidentielle approche, elle arrive dans 8 mois. Qui incarne le mieux les analyses économiques que vous défendez parmi la pléthore de candidats à l'élection? Je veux dire, personne, et c'est tout à fait normal. Moi, je suis un économiste, je suis d'une certaine manière un technicien, c'est-à-dire que j'analyse des choses qui sont malgré tout extrêmement compliquées. Les hommes politiques, eux, ne se situent pas au même niveau. Donc, que je ne retrouve pas mes petits dans les discours des uns ou des autres, c'est tout à fait normal et d'une certaine manière, je ne m'en formalise pas. Après, je regarde qu'est-ce que j'y retrouve, même si je n'y retrouve pas tous mes petits, est-ce que j'y retrouve quand même? Et je constate effectivement qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui reprennent ce que je dis. Alors, il y en a au moins 3. Oui, mais même plus. Il y en a même plus, si vous voulez. Arnaud Montebourg a décidé de se lancer, alors on ne sait pas s'il se lance directement dans la présidentielle ou dans la primaire, bon, il laisse planer un certain doute là-dessus,
Mais il a quand même repris une grande partie de mes thèses sur la question de la démondialisation. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dit qu'il veut faire de l'élection présidentielle un test sur la question des traités européens. On a évidemment Nicolas Dupont-Aignan, on peut dire la même chose aussi de Marine Le Pen et de Florian Philippot. Bon, donc qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'il y a aujourd'hui un espèce de gain en popularité, de plus en plus, des thèses qui sont défendues, pas seulement par moi, si vous voulez, il y a pas mal d'économistes à les défendre. D'ici quelques jours, va être publié en français le livre de Joe Stiglitz sur l'euro et l'Europe, qui est un livre important, bon, un livre que l'on peut faire des critiques, mais qui est un livre extrêmement important, et que je conseille justement à vos téléspectateurs de lire. Eh bien, dans ce livre, il dit des choses que on disait, que j'ai dit, que Frédéric Lordon a dit depuis maintenant des années, et que je vais redire d'ailleurs dans un autre livre que moi je vais publier au début du mois d'octobre. Donc, il y a aujourd'hui une prise de conscience par une partie grandissante du spectre politique français du fait que l'Europe ne marche pas, la mondialisation ne marche pas, l'euro ne marche pas. Bien sûr, on ne va pas demander à des hommes et des femmes politiques d'être des économistes, si vous voulez. Ce n'est pas leur rôle. Donc, il est tout à fait normal après que je dise « Ah oui, ça va pas, ça va pas. Okay. » Mais d'une certaine manière, moi, je ne me situe pas au même niveau qu'eux. Est-ce que vous, l'économiste Jacques Sapir, êtes prêt à vous impliquer personnellement dans le débat politique ? Il y a certains observateurs qui seraient prêts qui vous voient en tant que ministre de l'économie, de certains candidats, de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager personnellement ? Alors d'abord, je dirais là-dessus, je ne chasse pas le portefeuille. 2, que les gens veuillent me voir dans telle ou telle position, cela ne regarde que. Donc, ça c'est simple. Après, mais je suis déjà engagé, si vous voulez. Que ce soit par les livres que je publie, par les articles que je publie, par les interventions que je fais, d'une certaine manière, je participe aussi à cette campagne. Après... Vous vous rendrez d'ailleurs ce week-end... Oui, absolument, je me rendrai ce week-end... À la rentrée politique de Nicolas Dupont-Aignan. De Nicolas Dupont-Aignan, absolument. Donc, si vous voulez, après, sur la question de savoir, est-ce que je vais choisir quelqu'un ? Je vous dis tout de suite, non. Mais le fait que je ne choisisse pas positivement des gens ne m'interdit pas de dire que, par contre, je ne pourrai, sous aucun prétexte, voter pour un certain nombre de candidats. Et c'est très clair. Aujourd'hui, les candidats qui, de fait, se révèlent être des défenseurs de l'Union européenne telle qu'elle est, des défenseurs de la zone euro, en règle générale, et des défenseurs de la mondialisation, autrement dit, de François Hollande à François Fillon, en passant par Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et pourquoi pas Monsieur le maire, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, bon, etc. Bon, il n'est pas possible aujourd'hui de voter pour eux. Et si j'appelais à voter pour eux, je n'aurais plus aucune cohérence. Donc, ça, je peux déjà le dire, il n'est pas possible pour moi de voter pour eux. Après, pour les autres, je considère que ce n'est pas ma position, c'est pas ma tâche de donner des conseils aux gens. Les gens sont parfaitement capables de faire leur choix. Simplement, ce que je ferai dans cette campagne, c'est que je mettrai l'accent sur ce qui me semble être des points d'incohérence dans les discours des uns ou des autres. Alors avant l'élection présidentielle française, les Américains vont devoir se rendre aux urnes le 8 novembre prochain pour élire leur nouveau président. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur les programmes économiques d'Hillary Clinton d'un côté et de Donald Trump de l'autre ? Ce sont des programmes qui sont en fait assez proches. L'un et l'autre appellent à un mouvement de relance budgétaire extrêmement important. Alors, il est encore plus important chez Donald Trump que chez Hillary Clinton, c'est évident. Bon. Est-ce que ce sont des programmes qui sont très crédibles ? Ni l'un ni l'autre. En fait, on dit beaucoup, oui, mais Donald Trump raconte n'importe quoi. Oh, vous savez, si vous regardez ce que raconte Madame Hillary Clinton, vous pouvez tout aussi bien dire, elle raconte n'importe quoi. D'ailleurs, moi je suis très frappé du fait qu'aujourd'hui, ces deux candidats sont à égalité dans la détestation des sondages. Ils sont détestés par, à peu de choses près,
le même nombre d'Américains, 58% pour Hillary Clinton et 57% pour Donald Trump. Bon, 1%, on va considérer que c'est la marge d'erreur dans les sondages. Ça dit quelque chose. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une insatisfaction massive aux États-Unis, et cette insatisfaction massive, elle tient au fait que aucun de ces candidats n'a été capable d'articuler un véritable programme. Alors, après, il est clair que Donald Trump est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le porte-parole d'une certaine Amérique. Et de ce point de vue-là, je trouve... L'Amérique du centre. Oui, et puis surtout l'Amérique de la classe ouvrière. Bon. Et de ce point de vue-là, il y avait un très grand parallélisme entre la campagne que menait Trump et la campagne que menait Bernie Sanders. Or, il ne faut jamais oublier que Bernie Sanders, s'il n'y avait pas eu les magouilles, on ne peut pas les appeler autrement, du comité central du Parti démocrate, il aurait dû gagner la primaire, si vous voulez. C'est bien la présence des fameux super-délégués qui ont donné, en fait, cette majorité relativement confortable à Hillary Clinton. Donc, il y a eu, en réalité, depuis le début de cette année, un espèce de soulèvement populaire, qu'on peut appeler populisme, mais qui est un soulèvement populaire aux États-Unis, contre les candidats du système. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une candidate qui incarne parfaitement le système, c'est Hillary Clinton. Et il y a un candidat qui est un petit peu en rupture avec le système, politiquement incorrect, mais d'abord qui peut être toujours récupéré et qui, par ailleurs, pose le problème, et c'est très largement lié d'ailleurs à l'instabilité de son équipe de campagne, d'une très grande imperfection de son programme, c'est évidemment Donald Trump. Donc, ce que je pense, c'est que beaucoup d'Américains, et en particulier une grosse partie de mes amis américains et des personnes avec qui j'ai travaillé, ou je peux continuer à travailler, ne voteront ni pour l'un ni pour l'autre. Et je pense que le parti des déçus de Bernie Sanders est aujourd'hui extrêmement important. De ce point de vue-là, le ralliement, certes contraint et forcé, de Bernie Sanders à la candidature d'Hillary Clinton laisse de très 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 nombreux Américains orphelins. Alors certains vont se reporter sur la candidate verte, qui pourrait monter à 10-12% des suffrages. C'est aujourd'hui une possibilité. Et ce qui veut dire que cette élection présidentielle est en réalité extrêmement ouverte. Il est bien trop tôt aujourd'hui de prétendre que Hillary Clinton a d'ores et déjà gagné l'élection et que Trump a perdu, quelles que soient ses outrances. Le rejet dont Hillary Clinton est aujourd'hui l'objet, y compris et surtout dans son propre camp, est très massif. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont vous avez signé la préface, La Grande Dissimulation aux éditions L'Artilleur. Jacques Sapir, merci. Merci.